Avoir mon écran. Oui, je pense que c'est tout bon. Ok, parfait. En fait, je vous remercie de cette invitation. Je suis content de participer et de partager avec vous un peu mes recherches et puis ma compréhension aussi de l'évolution de la nethnographie qui est quand même ces jours-ci de plus en plus intéressant dans les travaux, que ce soit en sociologie, en anthropologie ou en ethnologie. Donc, euh, je sais pas, oui, parfait. Donc, au fait, ma présentation se fera sur trois grands points. Ce sera d'abord, je vais voir avec vous les dimensions du hip-hop, parce que je sais sûrement, en fait, vous n'êtes pas toutes et tous familiers au concept hip-hop. Et puis, les dimensions du hip-hop, je vais voir ça avec vous. En fait, quand on parle du hip-hop, c'est de quoi on parle précisément. Et puis, le hip-hop, les revendications et le web en Haïti. Et puis, en dernier lieu, on verra le hip-hop dans les visuels de la ethnographie. Donc, ce sera un peu très peu conventionnel, ma présentation, je vous avise d'avance. Donc, le hip-hop, quand on parle du hip-hop, on voit un ensemble de pratiques culturelles qui peut, par exemple, exprimer de différentes manières, que ce soit par la chanson, qu'on appelle le rap, le MCing, qui est une forme de réponse, qui est une réponse à l'esthétique de la classe dominante. C'est la définition de Béthune, qui voit que le rap, c'est comme une manière d'exprimer des jeunes qui sont minorisés dans leur communauté qui ont des revendications et le rap est une manière pour eux de s'exprimer. Donc, il y a aussi le graphe ou le graffiti ou toute forme d'écriture qui prennent naissance avec le hip-hop dans les années 60 aux États-Unis, qui est aussi une forme nouvelle de désacralisation du beau. En fait, du beau dans le sens classique de la peinture classique. Et le graphe, c'est une manière d'exprimer ce qu'on ressent tel qu'on le veut et où on le veut. Donc, et puis le breakdance, qui est une forme d'expression corporelle, c'est la danse du hip-hop, qui rassemble beaucoup de danses, mais le breakdance, c'est la danse qui est la plus connue. Et puis, c'est une manière pour les jeunes de réinventer le corps moderne, c'est-à-dire un corps qui nous appartient, avec lequel on peut exprimer nos dégoûts, avec lequel on peut exprimer aussi nos joies, toute forme de sentiments. Donc le DJing, c'est des techniques musicales utilisées pour, comment je peux dire ça, pour que le rappeur ou le MCing puisse exprimer ce qu'il a à dire. Donc, mais aussi, ce qui est intéressant dans le monde hip-hop, c'est carrément un monde inversé par rapport à ce qu'on appelle, par rapport au droit d'auteur, par exemple. Si nous parlons généralement du copyright, le droit d'auteur, dans le monde du hip-hop, on parle du copyleft. C'est-à-dire, le copyleft, c'est carrément une manière, par exemple, que je peux utiliser. Ça, c'est, je peux, en tant qu'auteur, je peux utiliser n'importe quelle œuvre et puis mettre ma touche. Et on n'a pas forcément besoin d'un droit ou du moins d'avoir l'approbation de l'auteur de l'œuvre pour ça. Donc, c'est-à-dire, on est dans un autre registre par rapport à ce qui est, qu'est-ce qui nous appartient. Tout ce qu'on fait comme œuvre dans le hip-hop, dans le monde du hip-hop, appartient à la communauté. Et la communauté peut l'utiliser pour continuer à passer les messages de revendication. Donc, et il y a un cinquième élément qui est très important dans le hip-hop, c'est le knowledge. Le knowledge, c'est une forme de connaissance de soi et connaissance de son milieu. C'est-à-dire, cette connaissance de soi et cette connaissance de son milieu, c'est ce qui va donner au rappeur la légitimité. C'est-à-dire, ce qui se passe dans le ghetto, en fait, si tu n'as pas vécu dans le ghetto, tu n'as pas la légitimité d'exprimer, en fait, de parler au nom du ghetto. C'est-à-dire, en fait, la misère dans le ghetto, c'est un savoir sacralisé, sacré, qui appartient à ceux qui vivent cette misère. Donc, et le knowledge, c'est ce qui donne au hip-hop son essence dans des pays en fait, qui sont, en fait, qui sont, ou, en tout cas, qui sont
pauvres, mais aussi dans des communautés où les gens ont de la difficulté à vivre et à s'imposer. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a un discours doublement identitaire et politique qu'on observe à travers le hip-hop. Donc, Goza définit le knowledge comme une sorte de connaissance de soi, mais qui se réfère à ce qu'on appelle à une identité afro-diasporique, et puis qui a eu une portée non seulement spirituelle, mais aussi politique. Donc, on passe maintenant à des constats. C'est-à-dire, le hip-hop haïtien est fondé sur ce qu'on peut appeler en fait, des discours politiques. Et ces discours politiques, qu'est-ce qu'ils mettent en évidence? D'abord, on constate qu'il y a un constat. En fait, les jeunes partent de ce qu'on appelle d'un constat d'échec. Pour eux, Haïti, c'est ce pays, par exemple, qui est non seulement pauvre, mais que cette pauvreté, par exemple, c'est une pauvreté qui est fabriquée, qui est construite, et non seulement dans les discours, mais aussi c'est une manière en fait, de parler de parler de l'autre, non pas dans ce que l'autre a de meilleur, par exemple, on parle de moins en moins d'Haïti comme la première république noire ou le premier État noir du monde, mais on parle plus, par exemple, de sa pauvreté, par exemple. Donc, à travers tout ce qui se passe, les jeunes, par exemple, ils disent, mais non, écoute, c'est pas possible qu'on parle comme ça de notre pays, mais nous, on va parler autrement de notre pays. Et le hip-hop offre aux jeunes cette possibilité, et parce que Haïti, à partir de 1957 jusqu'à 1986, Haïti a connu ce qu'on appelle une dictature, la dictature des Duvaliers. Donc, à travers la dictature des Duvaliers, il y a des mutations sociales, c'est-à-dire ce pays où la liberté a été quelque chose de très choyé, devient, en fait, on observe plutôt à ce qu'on appelle une sorte de répression, la répression de la parole réprimée. Mais à partir de 1986, à partir de la chute des Duvaliers, on observe plutôt, on passe de la parole réprimée à la parole éclatée. C'est-à-dire les jeunes se mettent au devant de la scène pour dénoncer toutes sortes de choses et puis pour dire que nous voulons vivre autrement, nous voulons vivre mieux et nous pouvons vivre mieux parce que on a les moyens pour ça. Donc et à partir de toutes ces formes d'expression, que ce soit le DJing, le MCing, le graffiti, etc. Donc les jeunes expriment leur mécontentement. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les médias sociaux, en fait, les médias sociaux traditionnels, c'est-à-dire la radio, la télé, en fait, empêchent les jeunes de s'exprimer. En d'autres mots, on ne les donne pas la place. On donne plutôt la place à d'autres formes d'art beaucoup plus bourgeois que, par exemple, au hip-hop. Donc, maintenant, avec l'avènement de l'Internet, on va observer à ce qu'on appelle une sorte de mutation. C'est-à-dire, il va y avoir les jeunes qui vont, en fait, parce que l'Internet, c'est ça, c'est quand même aussi un peu comment, c'est-à-dire, c'est une forme d'inversion de l'ordre social, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin que l'on nous donne un espace, on peut prendre de l'espace. Donc, et on va observer à ce qu'on appelle une forme de l'invasion de l'Internet par les jeunes qui pratiquent du hip-hop. Et on peut le qualifier de démocratisation du web. Donc, cette démocratisation du web, par exemple, on le verra à travers que ce soit les vidéoclips, les tunes, les interviews, les live performances, les plateformes, c'est-à-dire toutes sortes de mécanismes, toutes sortes d'organisations. C'est-à-dire les jeunes, ils envahissent l'Internet et maintenant, personne ne peut leur dire, quoi ne pas dire. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est un monde pratiquement sans censure. Donc, et maintenant, l'appropriation de cet espace public qu'est l'Internet va permettre aux jeunes de pouvoir sensibiliser les autres jeunes et puis de pouvoir apporter un discours qui prône le changement de la communauté, le changement social. Donc, maintenant, à partir de tout ça, il va y avoir la création des données numériques,
la création des données sociologiques, la création des données pour ceux qui font de l'anthropologie, etc. Donc maintenant, pour mieux cerner en fait, comment on peut arriver à comprendre tout ça, c'est-à-dire c'est la ethnographie qui est cette technique, d'accord, qui a été normalement initié pardon, par Robert Kozinets, qu'il a conceptualisé dans sa thèse de doctorat. En fait, c'est pratiquement une technique qui, en fait, on peut le définir comme ça, c'est l'ethnographie appliquée à l'Internet. C'est-à-dire créer un terrain ou un terrain qui a été là, comment l'investir à travers l'Internet. Mais maintenant, quelque part, on peut dire que oui, c'est un outil intéressant, la ethnographie. Donc, cela peut aider, que ce soit l'ethnologue, l'anthropologue, le sociologue, mais en même temps, on doit faire beaucoup d'attention, on doit faire preuve d'intelligence et de dextérité dans l'utilisation de cet outil et aussi les données qui vont avec. Parce qu'on peut tomber dans la tentation de l'objectivisme, hein, d'accord, ou du positivisme, hein, un peu trop drastique, mais aussi il y a des biais de la distance, le rapport au terrain, tout cela, c'est autant de choses qu'on doit prendre en compte quand on est dans la ethnographie, en plus quand on est dans la ethnographie appliquée par exemple au hip-hop par exemple. Donc cette technique, il faut le dire que d'abord la ethnographie, ce ne sont pas les sociologues ni les anthropologues qui l'ont initié, d'accord? En fait, d'abord, ça a été une technique qu'on a utilisée beaucoup plus en marketing, par exemple. Bon, l'ethnologie ou l'anthropologie a fait la réappropriation vite maintenant de cette technique, mais avant, cette technique a été beaucoup plus utilisée dans d'autres domaines tels que le marketing. Mais maintenant, quelle est l'importance de la ethnographie pour ceux qui font un travail ou ceux qui travaillent dans le champ du hip-hop? D'abord, la ethnographie, ça nous permet d'étudier les données textuelles. D'accord? Moi, j'ai pu étudier des données textuelles, des données audiovisuelles, des éléments multimédia, mais aussi il y a beaucoup de forums. D'accord? Les jeunes, ils ont beaucoup de forums, les blogs, les réseaux et les channels. Parce que les channels, c'est des espaces comme on les appelle en Haïti, c'est des médias, on les appelle des espaces alternatifs. C'est des médias alternatifs qui, en fait, un jeune peut décider, par exemple, de monter un channel, de créer son channel YouTube, par exemple, et puis à travers ce channel, il peut non seulement faire la promotion pour ses œuvres, mais faire la promotion aussi d'autres œuvres. Et puis, à travers ce channel, on peut dire tout ce qu'on veut. Et puis, dès que ce n'est pas quelque chose de violent, donc personne ne peut nous censurer. Donc on a en fait, c'est-à-dire l'espace web en fait permet aux jeunes non seulement d'avoir un espace propre, mais aussi de pouvoir être indépendant. Parce que quand on est dans le hip-hop, il y a ce qu'on appelle l'indépendance, l'autonomie qui est importante pour les jeunes parce que de pouvoir exprimer et dire ce qu'on doit dire sans contrainte, c'est important. Maintenant, en fait, les deux derniers points en fait, que la ethnographie nous permet de faire ou d'étudier, c'est la temporalité des échanges, mais aussi l'influence des acteurs et actrices impliqués dans les discussions. Donc, cela nous amène aux résultats, par exemple. Dans notre enquête, ce qu'on a pu constater, en fait, à travers les données en ligne, les jeunes, par exemple, les artistes du hip-hop ont toujours mis en avant le côté glorieux pour montrer que c'est l'Occident, le blanc, comme on l'appelle, qui a détourné Haïti de la voie du progrès. Et puis la révolution de 1803 a beaucoup contribué à façonner cette identité. C'est-à-dire, il y a une identité qui est créée sur le web, sur l'espace net, d'accord, ou sur l'Internet, et puis qui est qui est à bien des égards un peu différent de ce qui se dit, par exemple, dans les communautés effectives.
Donc, et puis, il y a le pays, en fait, il y a ce discours aussi, Haïti, c'est le pays où l'armée napoléonienne a essuyé sa plus grande échec. Donc, en fait, il se passe qu'il y a une construction des identités collectives qui se fait à travers les réseaux sociaux où les jeunes qui pratiquent le hip-hop s'expriment. Par exemple, on dit que on comprend, on parle de peuple oppressé par ses propres dirigeants, d'accord? C'est-à-dire, on n'accuse pas seulement, comment on peut dire, le blanc, d'accord, la communauté internationale, mais il y a aussi une conscience de politique, c'est-à-dire les jeunes comprennent aussi que, par exemple, que les dirigeants, faute des dirigeants politiques, Haïti ne connaîtra jamais ce qu'on appelle un progrès. Donc, il y a aussi l'enrichissement, d'accord, au nom du peuple. Encore, c'est des accusations par rapport aux dirigeants politiques. Et puis, on parle aussi de ce qu'on appelle l'exil comme exutoire. C'est-à-dire, l'haïtien, ou les haïtiens, par exemple, c'est de plus en plus, c'est difficile pour eux de vivre dans leur propre pays. Et le salut est comme, il n'y a pas de salut là. Le salut est là-bas, c'est-à-dire à l'extérieur du pays. C'est autant de données qui portent sur l'identité collective, qui passent à travers ce qu'on appelle les réseaux en ligne. Bon, maintenant, l'ethnographie, à partir de tout ce qu'on a dit, l'ethnographie, en fait, il y a des jeux, il y a les jeux, comment jouer avec tout ça, mais aussi il y a des enjeux. En fait, on comprend que l'ethnographie permet des recherches dans des contextes difficiles. Par exemple, il y a des personnes actuellement qui sont à l'Université Laval, des étudiants qui ont des terrains en Haïti, mais il se peut que, à partir du contexte difficile avec la crise qu'il y en a, c'est plus difficile de mener en personne certains terrains pour des raisons qu'on connaît tous, l'insécurité. Mais maintenant, l'ethnographie, par exemple, permet à ces individus d'être ou de créer ou de fabriquer un terrain ou d'aller sur un terrain sans être sur le terrain, c'est-à-dire en repoussant les limites du temps et de l'espace. Donc on peut repousser les limites du temps et de l'espace, mais on peut faire aussi des allers-retours sur un terrain sans y être vraiment. Donc, mais en même temps, il y a aussi des biais. Il y a aussi des biais, le biais du here and now, quand on est dans la ethnographie, quand on est dans les discussions en ligne, on ne peut pas être certain à 100%, par exemple. Si je suis en train de chatter, d'écrire avec quelqu'un en ligne, que c'est vraiment avec la personne que je suis en train d'écrire. Donc, ça peut être une tierce. Donc, il y a aussi ces risques. C'est important parce que c'est des biais qui existent. Mais maintenant, comment surmonter ces biais quand on est dans la ethnographie? C'est autant de questions sur lesquelles on peut trouver du temps pour débattre tantôt. Et puis, il y a aussi l'absence du contact humain, parce que c'est une dimension qui est importante pour l'anthropologue, pour l'ethnologue, c'est-à-dire le contact humain. Comment surmonter, comment, je sais pas, diminuer les biais, ou du moins comment aussi créer un contact plus ou moins humain. Donc, est-ce que la ethnographie ne nous envoie pas dans un contact plutôt ultra humain? Donc, ou du moins, on est dans une autre dimension. Donc maintenant, que devient le métier d'anthropologue? Que devient l'anthropologie sans son terrain traditionnel? Et quel est l'avenir de l'observation participante dans le métier de l'anthropologie, qu'en fait, quand on est dans le contexte de la ethnographie? Ce sont des questions qui me travaillent l'esprit, donc sur lesquelles je pense qu'on peut entamer des débats. Et puis, pour finir, on peut dire que le hip-hop a donné la parole aux sans-voix et le hip-hop s'est transformé en un espace de révolte et de construction de l'identité, puisque cela facilite la création à travers le web. La parole est devenue, la parole est comme une action humaine, et puis le hip-hop participe à ce qu'on appelle la réhabilitation en fait des nègres. C'est-à-dire, quand on parle des nègres, on parle par exemple des hommes dans le contexte haïtien. Nègre, il n'y a rien
n'a rien de péjoratif. Au contraire, on est plus nègre en Haïti que noir. Donc, en gros, c'est tout ce que je voudrais partager avec vous sur euh, le hip-hop et la ethnographie. Merci. Merci beaucoup, Sandy. Puis, encore une fois aussi, un grand bravo pour ce respect du temps magistral. C'est pour cette très belle présentation intéressante aussi, là, de découvrir vraiment le hip-hop sous cet angle, hein, qui effectivement change un peu. Moi, je ne m'y connais pas beaucoup. Moi, je t'image du hip-hop avec la cassette, qu'on danse et tout ça. Puis de découvrir vraiment cette version comme un lieu de résistance par la ethnographie. Voilà, merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Puis les questions viendront bien sûr à la fin. Donc maintenant, on va pour la troisième et dernière présentation de Jean-Mozart Ferron, étudiant au doctorat en anthropologie de l'Université Laval, dont le sujet est adaptation de la recherche ethnographique en temps de crise, le cas d'une recherche anthropologique menée à Port-au-Prince, Haïti. Donc, Jean, est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Voilà, je suppose que tu as aussi Ah oui, ça, toi, tu es en présentiel, donc je pense que tu peux mettre, c'est ça, là, ta présentation en ligne aussi par ton... Parfait. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Et je profite de l'occasion pour remercier ceux et celles qui ont payé de leur présence pour participer à cette activité, à ce colloque de l'AEA. Et un merci un peu particulier à Karine. Et je crois bien que son intervention a bien plus ou moins cadré la situation par rapport au questionnement qu'on a par rapport à cette mise ensemble pour essayer de comprendre quels seraient les enjeux de l'observation en ligne dans le cadre de la recherche ethnographique.